Dans ce chapitre, nous allons examiner l'étiquetage nutritionnel comme un véritable outil de gestion des risques. L'idée n'est pas simplement de fournir davantage d'informations aux consommateurs, mais de comprendre pourquoi certaines informations nutritionnelles deviennent-elles obligatoires, comment est-ce qu'elles sont sélectionnées, comment leur présentation pourrait être encadrée par la réglementation. Nous allons également utiliser principalement les expériences du Canada et des États-Unis pour illustrer la manière dont ces exigences ont été développées et ont été utilisées dans le contexte nord-américain. Alors l'objectif est donc de faire le lien entre l'information nutritionnelle, la justification sanitaire qui a permis d'imposer ce genre d'étiquetage et comment est-ce que cette intervention réglementaire a été définie et mise en œuvre de par la définition des objectifs de santé publique, la justification qui a permis d'utiliser la réglementation comme outil de gestion des risques et la façon dont ceci a pu être mis en œuvre. Alors, nous allons suivre quatre grandes étapes. Nous allons commencer d'abord par rappeler le rôle général de l'étiquetage nutritionnel et la justification d'une intervention réglementaire dans ce domaine. Nous examinerons ensuite la justification sanitaire, notamment le lien avec les maladies non transmissibles, ainsi que l'importance de l'analyse coût-avantage, qui est un des prérequis pour pouvoir établir une mesure réglementaire de la sorte, c'est-à-dire dont l'impact est assez important. Nous allons ensuite regarder plus précisément le tableau des valeurs nutritives canadien et les principales modifications qui ont été introduites en 2016. Enfin, nous tenterons de comparer cette approche avec celle des États-Unis, en particulier les changements apportés à l'étiquette, ce que l'on appelle le Nutrition Facts. Et l'objectif n'est pas seulement de décrire les étiquettes ou cette disposition, mais surtout de comprendre le raisonnement qui permet de sous-tendre la conception de l'outil réglementaire dans le cadre de la gestion du risque. Alors, de façon générale, une étiquette alimentaire vise à fournir au consommateur une information uniforme et structurée sur la composition des aliments, afin que ces aliments puissent être rendus disponibles au consommateur et afin que le consommateur puisse prendre des décisions en connaissance de cause. Mais lorsqu'on impose une information obligatoire sur l'étiquette, l'intervention par l'outil réglementaire devra être automatiquement justifiée. Pourquoi? Encore une fois, on restreint l'espace d'expression de celui qui possède l'étiquette, et celui qui possède l'étiquette, c'est celui qui produit l'aliment. Alors, comment est-ce qu'on justifie la mesure? Donc cette question est particulièrement importante en Amérique du Nord où, encore une fois, l'espace disponible sur l'étiquette peut également être considéré comme un espace donc, qui appartient ou un espace d'expression du fabricant. Donc une obligation réglementaire vient restreindre cet espace. Et vu qu'elle restreint cet espace, elle doit par conséquent reposer sur une justification qui est suffisamment solide, notamment sur le plan sanitaire. Alors c'est précisément ce qui distingue l'étiquetage nutritionnel. Il s'agit en fait d'une exigence obligatoire pour la plupart des aliments préemballés au Canada, comme aux États-Unis d'ailleurs, avec l'objectif d'aider les consommateurs à faire des choix éclairés et potentiellement de contribuer à réduire le fardeau des maladies chroniques liées à l'alimentation. Alors, la principale justification sanitaire qui a été avancée pour l'étiquetage nutritionnel obligatoire est en fait liée à la réduction des facteurs de risque associés aux maladies non transmissibles. Cette préoccupation s'inscrit dans un contexte international beaucoup plus large. Alors, depuis le début des années 2000, l'augmentation du fardeau des maladies non transmissibles
avait conduit à de nombreuses initiatives internationales qui ont notamment abouti à la stratégie mondiale de l'OMS pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé, notamment en 2004. Alors, le rapport sur la santé du monde de 2002 avait identifié plusieurs facteurs de risque majeurs. L'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, une faible consommation de fruits et légumes, un indice de masse corporelle élevé et l'inactivité physique. Alors, une alimentation riche en gras, et ça on le sait, ou riche en sucre et en sel, contribue considérablement à plusieurs de ces facteurs de risque. Notamment, une alimentation riche en sel va contribuer à l'hypertension. Alors, dans ce contexte, améliorer l'accès à l'information nutritionnelle sur les aliments va permettre de donner une option de gestion des risques qui permettrait de diminuer ces facteurs de risque. Et ça permettrait d'améliorer l'information et la connaissance de cause du consommateur pour faire de meilleurs choix alimentaires. Alors, les exigences d'étiquetage nutritionnel font partie des mesures que l'on considère parmi les plus strictement encadrées pour la justification ou la raison que j'ai identifiée précédemment. Alors, ces mesures ou ces exigences ne déterminent pas uniquement ce qui doit être déclaré, mais également comment cette information doit être présentée. Alors, compte tenu de ce niveau de prescription, les autorités réglementaires doivent justifier rigoureusement leur choix de la mesure qui est la plus appropriée pour être adoptée. Et notamment, une des justifications exigibles lorsque l'on sait que l'impact d'une mesure réglementaire risque d'être important, c'est de conduire ce que l'on appelle une analyse coût-bénéfice ou coût-avantage. Et cette analyse devient un élément important de l'élaboration du processus réglementaire. Alors l'exemple canadien de 2016 est particulièrement intéressant. On a essayé de développer ou d'estimer les bénéfices qui sont associés à des modifications réglementaires. Alors là, il ne s'agissait pas d'imposer l'étiquette, mais de la modifier. Et on avait estimé que les bénéfices étaient de l'ordre de 1926 milliards de dollars canadiens sur 10 ans. Et ceci a été estimé en supposant une réduction de 1% des coûts directs et indirects de santé qui sont associés à 5 maladies chroniques. Alors en même temps, on a essayé d'estimer les coûts de mise en œuvre. Et ces coûts de mise en œuvre ont été estimés à environ 554 millions de dollars canadiens sur 5 ans, conduisant ainsi à un bénéfice net. Et ce bénéfice net anticipé a été évalué à 1371 milliards de dollars sur une période de 10 ans. Alors l'idée importante ici est que l'intervention réglementaire ne repose pas uniquement sur la justification sanitaire, mais il y a également une justification de faisabilité et une justification économique. Et cette justification économique se fait notamment par l'élaboration de cette estimation coût-bénéfice. Alors, une fois que la décision a été prise de rendre l'étiquetage nutritionnel obligatoire, une autre question s'est posée. Quel type d'information doit-on exiger? Doit-on déclarer, par exemple, tous les nutriments, tous les macroéléments, les microéléments, etc. Eh bien, le tableau de valeur nutritive doit fournir d'abord des informations de base. Alors, les informations de base incluent la portion, les calories,
Le pourcentage est de la valeur quotidienne. Alors, le pourcentage de la valeur quotidienne, c'est la valeur qui doit être requise pour un nutriment. Et on doit mettre un pourcentage de cette valeur quotidienne. Donc, comment est-ce que cet aliment contribue à la valeur quotidienne du nutriment en question? Alors, ceci comprend également une série de déclaration, non seulement pour les macroéléments comme les protéines, comme les calories, comme je l'ai indiqué, comme les carbohydrates, donc finalement les glucides d'une façon générale, mais on a focalisé particulièrement sur les nutriments qui ont un impact d'un point de vue nutritionnel sur la santé publique. Alors les lipides. Et au Canada, on a estimé qu'il était indispensable de pouvoir informer le consommateur non seulement sur le taux de lipides totaux, mais également sur deux types de gras importants pour que le consommateur puisse faire un choix éclairé. Les gras saturés et les gras trans. Et en fait, le Canada a été le premier pays au monde à imposer la déclaration des gras trans sur l'étiquetage nutritionnel. Le cholestérol est un autre nutriment ou un autre élément qu'il a été jugé indispensable de déclarer. Le sodium a été considéré aussi parmi ces éléments indispensables à déclarer. Et puis le taux des glucides, les fibres, les sucres, les protéines et un certain nombre de vitamines et de minéraux. Alors l'objectif n'est pas d'afficher toutes les composantes possibles d'un aliment, mais plutôt de sélectionner les composantes importantes, donc les informations qui pourraient être considérées comme utiles, voire même indispensables, pour aider le consommateur à interpréter la composition nutritionnelle de l'aliment et donc de pouvoir effectuer un choix en fonction de ses besoins et notamment en fonction de son état de santé. Alors, on a effectué un certain nombre de changements entre la première réglementation qui a été adoptée en 2002 et qui a été mise en œuvre en 2007 et le changement qui a été proposé en 2016. Alors cette diapositive nous permet justement de visualiser concrètement cette évolution du tableau canadien des valeurs nutritives. Ce qui est intéressant ici, c'est que les modifications ne portent pas seulement sur le contenu de l'information, mais également sur la façon dont cette information doit être présentée. Le nouveau tableau cherche notamment à rendre certaines informations plus visibles, en particulier la portion et les calories. Donc, on les a mises beaucoup plus en exergue. Les changements cherchent aussi à faciliter la comparaison entre les aliments semblables. Et une des dispositions qui a été adoptée en 2016, c'est d'exiger la façon dont la portion devra être déclarée. Avant, on laissait ça un petit peu plus libre à l'industrie. Et en exigeant la façon où les portions, donc ce que l'on considère comme étant une portion qui peut être consommée en une seule fois, eh bien, on l'a réglementé. Pourquoi? Pour ne pas laisser libre cours à des déclarations qui font faire aux consommateurs des règles de 3. Donc, on a harmonisé les portions indiquées. Et la figure montre que, bien que l'efficacité d'une mesure d'étiquetage euh, dépende essentiellement du fait qu'elle est exigible, c'est-à-dire elle est obligatoire, mais elle ne dépend pas uniquement de ça, elle dépend également de la façon dont l'information est présentée, notamment la lisibilité de l'information, sa cohérence et surtout comment est-ce que cette information, lorsqu'elle est présentée, elle va être utilisée par le consommateur et comment est-ce qu'elle pourra être comprise assez rapidement par ce consommateur pour pouvoir faire son choix. Alors, c'est ce que, en fait, on peut voir, comment est-ce que les changements ont été faits. Et un autre élément qui a été fait, par exemple, on a
également modifié la liste des nutriments qui devront être déclarés. On a adopté notamment l'exigibilité de la déclaration du potassium. Pourquoi? Parce que le potassium est un nutriment qui peut influer sur les affections rénales et on a identifié au Canada un pourcentage non négligeable de la population qui pourrait être atteint de ces maladies rénales. Alors donc, permettre donc au consommateur de déterminer combien de potassium il peut consommer à travers différents éléments est important. La même chose a été identifiée pour le fer et le calcium, pour lesquels nous avons identifié une certaine déficience d'une bonne partie de la population. Alors, regardons maintenant plus précisément les modifications qui ont été introduites en 2016. Alors, premièrement, donc, comme je l'ai dit précédemment, la portion et les calories ont été rendues beaucoup plus visibles, notamment par une taille de police plus importante. Deuxièmement, et comme je l'ai indiqué précédemment, les portions qui étaient précédemment donc laissées au choix de l'industrie pour leur déclaration, eh bien, ces portions ont été rendues plus uniformes et plus réalistes. C'est-à-dire qu'on, si on sait qu'on consomme, par exemple, en céréales, un bol entier, on va mettre cette quantité comme étant une quantité exigible sur la base de laquelle l'information va être déclarée. Donc, on rend ces portions plus réalistes et ça permet ainsi de faciliter les comparaisons entre les aliments similaires. Et en fait, quand le consommateur lit l'information, cette information devient réaliste par rapport à ce qu'il est susceptible de consommer. Donc, des quantités de référence ont été imposées par règlement. Ça a réduit la latitude dont disposaient auparavant les fabricants dans la détermination de ces portions. Alors, troisièmement, les valeurs quotidiennes ont été mises à jour, notamment sur la base de données scientifiques. Entre autres, la valeur quotidienne pour le sodium a été donc mise à jour selon l'information qui a été rendue disponible, par exemple, que la upper limit, la limite maximale pour le sodium est de 2400 mg par jour. Une nouvelle valeur quotidienne de 100 grammes a notamment été établie pour les sucres totaux. Et également, en fait, on a essayé de revoir toutes les valeurs sur la base desquelles les vitamines et les minéraux vont être déclarés. Alors, on a rajouté également une note qui permet de faciliter l'interprétation du pourcentage de cette valeur quotidienne. Alors, on a identifié pour le consommateur que 5% ou moins est considéré comme étant peu. 15% ou plus est considéré comme étant beaucoup. Alors ça permet quoi? Si je suis un consommateur qui essaie de maximiser mon apport nutritionnel d'un certain nutriment positif, je vais chercher des choses à plus de 5%, voire même à 15% ou plus si je veux maximiser. Si j'essaye de réduire mon apport d'un certain nombre de nutriments dont je connais l'impact pouvant être négatif, eh bien quelque chose qui a 15% ou plus va être énorme. Donc je vais essayer de les éviter. Et quelque chose qui va être à moins de 5% ne va pas être riche de ce nutriment qui pourrait avoir un impact négatif sur ma santé. Alors ces changements ont démontré que l'étiquetage nutritionnel doit évoluer non seulement avec les données scientifiques, mais également avec les habitudes du consommateur, de façon à ce que ces objectifs de santé publique soient atteints de façon récurrente. Alors, nous savons qu'il y a eu aussi des modifications qui ont été faites pour les déclarations aux États-Unis. Et notamment, en fait, pour les États-Unis, on sait que pour eux, par exemple, ils ont eu des choses similaires par rapport à la déclaration des calories, mais
par exemple, pour la déclaration des sucres, eh bien, les États-Unis ont choisi une autre approche. Pour la déclaration des sucres, ils ont considéré essentiellement de s'assurer que les sucres ajoutés sont déclarés. Alors, plusieurs messages pourraient être retenus à partir de ce chapitre. D'abord, que l'étiquetage nutritionnel obligatoire est une mesure réglementaire qui contribue à la gestion des risques. Elle vise notamment à organiser l'information de façon simple, de façon uniforme et de façon accessible sur la composition de l'aliment, de façon à permettre aux consommateurs de faire des choix alimentaires plus éclairés. Deuxièmement, cette intervention s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large, une stratégie de santé publique qui vise notamment à tenter d'agir sur les facteurs de risque qui sont associés aux maladies non transmissibles. Troisièmement, parce que ces exigences sont particulièrement prescriptives et qu'elles peuvent être coûteuses, elles doivent bien entendu reposer sur une justification sanitaire solide, notamment une évaluation des risques, et cette justification ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'une tentative d'analyse des conséquences potentielles de l'intervention, notamment des coûts pour l'industrie et des bénéfices qui pourraient en être attendus pour la santé publique. Enfin, les exemples du Canada et des États-Unis ont démontré que l'étiquetage nutritionnel n'est pas une mesure qui doit rester statique. Cette mesure doit évoluer, notamment avec l'information scientifique, mais également avec les priorités de santé publique et également avec l'information que l'on recueille sur les habitudes de consommation et la capacité du consommateur à comprendre et à interpréter l'information. Et enfin, le message général que je souhaiterais que vous reteniez est que l'étiquetage nutritionnel ne doit pas être considéré comme une liste d'informations à afficher sur un emballage. Il constitue une véritable intervention de gestion des risques par un moyen réglementaire. Et par conséquent, cette mesure doit répondre à un objectif de santé clairement identifié. Ça doit être appuyé par des données disponibles et ça doit être conçu de manière à ce que l'information soit réellement utilisable par le consommateur. Donc le défi pour le gestionnaire du risque, c'est essentiellement de déterminer non seulement quelle information doit rester obligatoire ou devenir obligatoire, pourquoi elle doit l'être et comment elle devrait être présentée de façon à ce qu'elle puisse être utilisée à bon escient par le consommateur et enfin, essayer de déterminer l'impact que l'on pourrait attendre de cette intervention. Voilà donc qui conclut ce court chapitre sur l'utilisation de l'étiquetage nutritionnel comme moyen de gestion des risques par l'outil réglementaire. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne expérience d'apprentissage.